Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, Paperclub. Paperclub, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode de Position Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Lucas. Hello Thomas, comment ça va? Ça va Bonjour très bien à et toi? tous. La forme? Super, très content d'être là. Et on a la chance d'accueillir Maud qui est Head of SEO chez Alan, que je vais présenter juste après. J'espère que tu vas bien, on est Très content bien. de t'avoir. Merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Avec plaisir. Et petit mot du coup sur le podcast Position Zéro, c'est le gros challenge de notre année 2023 avec Exactement. Lucas. Un podcast sur la première saison qui part à la rencontre des Head of SEO comme Maud qu'on a juste ici avec nous. Et podcast qui va probablement continuer puisqu'on a pour ambition de lancer une saison 2 à la rencontre des consultants SEO et une saison 3 à la rencontre des entrepreneurs qui mettent en place des logiques SEO dans leurs projets. Et pour revenir à toi, Maud, très très beau profil parce que tu gères le SEO de Alan. Alan, qu'on ne présente plus, une licorne française qui a écrasé le modèle des assurances en ligne. Moi perso, j'étais, je sais plus, je crois chez la Massif avant, c'était un enfer complet. Quand j'étais un ancien aussi Head of SEO chez Livementor, donc on pourra échanger aussi entre Head of, ex-Head of. On va parler un peu de ton parcours, mais pour revenir sur tout ça, donc oui, Alan, licorne française, franchement, nous, j'ai testé l'app, est super cool, c'est hyper fluide, j'adore personnellement. Et toi, tu es normande du coup, Exactement. Tu as vécu à Londres, pendant 4 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Et trop bien, et tu es passionné de running, Ouais. tout comme moi, et tu prépares un marathon, c'est ça? Ouais, exactement. Quel marathon? Le marathon de Paris qui a lieu dans 1 mois et demi, donc en plein dans l'entraînement. Magnifique. Très bien. Beau marathon. Peut-être que le podcast sera déjà sorti en plus au moment Peut-être, potentiellement du marathon. Donc, On pourra tenter un partenariat avec le marathon de ça Paris. peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et d'un point de vue parcours, donc actuellement Head of SEO chez Alan depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. C'est ça. Et justement chez Preto, du coup, Ouais. qui est plus dans le secteur de l'immobilier, exactement. Donc beau parcours chez de belles boîtes. Ouais. Et Secteur concurrentiel en SEO, les Ouais, deux fois. très donc, compliqué. parce qu'en SEO, il y a des niches qui sont brutales, l'immobilier, le secteur de l'assurance, c'est des choses où c'est assez compliqué de se positionner parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de présence publicitaire aussi avec les Google Ads. Donc on va voir aujourd'hui avec Maud justement comment essayer de sortir de cet univers qui est très très concurrentiel, et on va commencer tout de suite avec Lucas qui La prend marmite. suite sur la marmite C'est Obélix. C'est parti. Donc on commence tout de suite, la marmite du SEO. Donc le principe c'est tout simple, c'est de savoir un petit peu ton parcours. Maud. Ouais. Comment t'es arrivé dans le SEO? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle idée? Pourquoi t'es resté là-dedans? Pourquoi? Et voilà, on a 2-3 questions dessus. Et du coup, tout de suite, la première question. Comment t'es tombé dans la marmite du SEO au départ? C'était quoi tes premières expériences et comment t'as découvert un peu ce monde magnifique? Ouais, alors honnêtement, je pense que je suis tombée complètement par hasard dans le SEO. Je pense que j'en faisais sans savoir que j'en faisais. Donc pour raconter un peu mon parcours rapidement, moi j'ai un bachelor après un master spécialisé plus en communication. Ok. Mon premier CDI, ça a été un poste de communication global. Donc je faisais du print, du digital, où je faisais la gestion de site web et de l'événementiel. Je faisais un peu tout, mais du coup rien en profondeur. Donc j'ai voulu me spécialiser dans le digital. Ouais, ça c'est les premiers jobs. Ouais. souvent, Ouais, ça fait exactement. plein de Tu trucs, touches à mais- tout, mais touche tu à vas tout. pas en Ouais. profondeur. Ouais, c'est clair. Donc du coup, c'est au même moment où j'ai voulu m'expatrier, donc je suis partie en Angleterre. Londres, c'est ça? Alors avant Londres, je suis passée par Leeds, dans Ah, le nord Leeds. de Je connais le l'Angleterre. club de foot. Ouais, mais alors c'est exactement, c'est toujours ça. Alors, attention, on précise tout de suite pour les auditeurs, il y a 2 passionnés de foot qui créent ce podcast. Donc, dès qu'il va y avoir des villes, on connaît les clubs de foot. Donc voilà. Ouais, les gens connaissent surtout pour l'équipe de foot, pas pour autre chose. La ville est très sympa, mais voilà, je suis restée que 6 mois. C'était mon premier poste du coup en SEO, mais moi j'avais rejoint une agence en tant que chargée de marketing international, je crois le titre c'était. Et en fait, le but c'était de faire des RP digital. Pourquoi? Pour avoir des liens. Et c'est là où j'ai compris l'intérêt du netlinking et en quoi ça venait dans le SEO. Sauf que du coup, j'avais un poste au début qui était hyper global en com. Après, j'étais vraiment spécialisée dans un aspect du digital. Donc, je me dis, bah non, il faut que je me réouvre un peu. Et là, j'ai trouvé un poste à Londres en chargé de SEO où j'ai vraiment pris le côté technique, contenu, netlinking en créant un site pour le marché français à Londres. Et en fait, je suis tombée dedans. Je me suis formée à toutes les expertises SEO pendant cette expérience-là. J'y suis restée.
Et pourquoi j'y suis restée? Parce que je trouve que c'est hyper varié, tu fais plein de choses différentes, tu touches, ce que je disais, aux techniques, tu mets les mains dedans, j'adore démêler des choses, des problématiques. Donc ça a été vraiment un plaisir de me former là-dessus. Tu réfléchis à des stratégies de contenu, tu mets des campagnes de netlinking en place, tu touches vraiment à tout, tu touches à l'expérience utilisateur. Et en fait, c'est la variété des compétences dont tu as besoin quand tu es SEO qui m'a fait rester dedans. Souvent, on met le doigt dans un engrenage sans fin avec les totalement. Et moi, ça me fait souvent penser à l'immobilier, en fait, un site internet, parce que finalement, c'est un peu comme, tu vois, tu crées un site internet, c'est un peu comme un appartement, tu vois, qui est dans un mauvais état, et toi, tu vas le mettre dans un meilleur état, et tu vas faire gagner de la valeur, de la valeur. Ouais. Et c'est très similaire aussi à l'immobilier sur le point, c'est que tu as besoin de plein de compétences différentes. Quand tu fais du netlinking, typiquement, c'est un côté commercial, faut convaincre des gens que tu vas avoir besoin de liens ou autre. Quand tu fais du contenu, faut savoir écrire, ou faut savoir gérer une équipe qui va écrire pour toi. Alors, pour rappel, pour les auditeurs, on rappelle les 3 grands piliers du SEO, que sont, bien évidemment, faut le voir comme un tabouret avec 3 pieds, sont le contenu, la technique et la popularité. Donc, le contenu, grosso modo, c'est les mots-clés qu'on va couvrir et le contenu qu'on va créer autour pour se positionner sur ces mêmes mots-clés. Nous avons donc la technique, où là, c'est le côté la popularité, pardon. Alors, on va parler là de backlinks et de netlinking. C'est globalement comment on va se faire connaître aux yeux de Google et comment on va augmenter notre fiabilité en montrant qu'on est un site qui est viable dans notre écosystème de contenu. Et enfin, la technique, le fait d'avoir un site qui répond aux attentes techniques de Google pour que ce soit propre, et donc du contenu, de la popularité pour être connu et du technique pour que la voiture puisse rouler. C'est les 3 piliers clés du SEO auxquels on pourrait ajouter bien évidemment une partie qui est clé sur la conversion, dont on pourra parler parce que c'est un sujet qui est important aussi sur cet univers de l'assurance. Exactement. Et en plus, on a une spécialiste avec Maud interface utilisateur, donc on va en parler, mais on va pas spoiler la suite. On va pas spoiler la suite. Et avant qu'on continue, moi juste une question du coup pour approfondir un peu le site. Tu disais un petit peu le nouveau site que tu as développé à Londres, sur lequel tu as travaillé du coup. Qu'est-ce que c'était? Que faisait l'entreprise? Et je veux bien en savoir un petit peu plus sur ça. Du coup, la boîte à Londres, c'est une boîte de lead gen, donc génération de lead qui, en fait, on avait plein de sites différents sur des verticales et des industries différentes. D'accord. Moi, la mienne, le site que j'ai créé, c'était en gros un dupliqué d'un site qui était sur le marché UK que j'ai fait pour le marché français, qui était pour les déménagements, l'expatriation et du coup t'aider à ton déménagement en gros quand tu pars vivre dans d'autres pays. Donc il y avait aussi beaucoup de thématiques sur le voyage, etc., qui me plaisaient beaucoup d'un point de vue contenu. Ça c'était le premier site que j'ai créé de zéro. Et après en fait c'est une boîte qui a beaucoup grossi aussi, donc j'ai touché à plusieurs sites. Je suis partie sur des marchés UK et aussi américains, avec des sites de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Notamment c'est une boîte qui faisait des acquisitions. Donc, je pense que le plus beau site que j'ai géré là-bas, en tout cas là où je me suis vraiment un peu cassé les dents sur le SEO, c'était une acquisition d'un site américain qu'on a fait qui était techniquement un enfer. Il y avait des centaines de milliers de pages, il y avait des paginations infinies. C'était un enfer. Mais c'était sûrement là où j'ai eu ma meilleure expérience, parce que les petits sites que j'avais avant, c'était bien pour le contenu, les campagnes de backlinks, etc. Bien sûr. Mais sur le côté technique, c'était pas ultra complexe. Je rentrais pas vraiment dans le sujet. Et là, quand on m'a positionné sur l'acquisition et de remettre ce site à plat et un peu dans notre lignée stratégique de lead gen, c'est là où je me suis vraiment formée dessus. Et très bonne école pour le coup. Et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est trop bien ça. Super. C'est cool parce que du coup, tu as pu avoir la différence de culture, vu que tu as bossé avec le marché anglais, américain. Est-ce que tu remarques des différences clés de culture SEO entre un marché plus anglophone versus la France, dans l'apprentissage, la façon de l'évangéliser dans les boîtes? Comment tu vois la chose? En fait, sur l'évangélisation dans la boîte, pas forcément, parce que je trouve qu'en France, j'ai fait plusieurs boîtes où du coup, l'évangélisation est différente d'une boîte à l'autre. Par contre, je trouve qu'à l'époque, ça me fait mal de dire ça, mais à l'époque, ça fait quelques années, je pense que la France était un peu plus en avance. Le UK était beaucoup plus en avance sur le SEO, les techniques digitales, etc. Et on arrive, les Français. Ouais. Mais du coup, je pense que c'était... Exactement. C'est pas pour rien. Mais je pense que c'était un peu le bon moment pour apprendre, s'expatrier et apprendre ces techniques-là. Je suis peut-être biaisée parce qu'au final, j'ai
pas eu de comparaison directe à cette époque-là, mais je trouve qu'on était vraiment en avance sur même les techniques de netlinking. On était un peu plus ouvert aussi, aller chercher dénicher des médias, etc. Donc c'est plus à ce niveau-là que je sentais la différence, et sur les manières de travailler, mais ça c'est pas lié au SEO, c'est juste la culture d'entreprise, je pense, qui est un peu différente. Et c'est vrai que ça, tu vois, ça rings a bell, comme ils disent en anglais. ça me parle, parce que moi j'ai travaillé aussi 2 ans, 2 ans au Royaume-Uni, quand je travaillais chez Skyscanner, et c'est vrai que pareil, on mettait en place des stratégies complètement différentes. On avait vraiment une vision d'aller chercher des mots-clés que j'ai trouvé beaucoup plus avancés que d'autres méthodes. Et même en France, on a des sujets qui reviennent très souvent, dont on parle beaucoup. Typiquement, voilà, il y a le sujet du cocon sémantique qui est très connu en France, dont on m'a jamais parlé. On m'a presque jamais parlé d'un équivalent, mais on allait chercher d'autres méthodes. Donc c'est un peu différence chaque pays de a sa culture. culture. Tout à fait. C'est intéressant. Et pour le coup, là, je peux prendre un autre modèle qui est l'Australie. Là, pour le coup, c'est zéro culture SEO. Quand je suis arrivé chez Avast Media, il y avait presque pas de pôle SEO. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est sûr du truc? Enfin, tu vois, donc je trouve quand même en France, on est bien avancé. On a des bons experts, on a beaucoup de contenu sur le sujet, et on va essayer de vous régaler avec le podcast Position Zéro, bien évidemment, avec des invités comme Maud. Et on va pouvoir tout de suite enchaîner sur notre deuxième rubrique qui est le pain sur la planche. Qu'est-ce que le pain sur la planche? On va s'intéresser de plus près un peu à ton quotidien de Head of SEO. Est-ce que du coup, tu pourrais m'en dire plus sur le matin, tu te réveilles, tu arrives chez Alan, tu poses tes affaires. Quelle est une journée type de Head of SEO chez Alan aujourd'hui? Ouais, alors déjà pour donner du contexte sur l'équipe SEO, c'est que moi. Donc, Voilà, on a de la chance. Du coup, Head of toi-même. Exactement. C'était pareil chez Mentor. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire, et donc faut un peu choisir ses batailles, on va dire. Une journée type. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui répondront la même chose. Il y en a pas, surtout en SEO. Donc ça va vraiment dépendre des sujets du moment. Je sais un peu le matin, t'as un peu tes rituels, et si t'arrives, tu prends ton café, tu regardes tes principales métriques qui vont être le trafic, conversion, est-ce qu'il y a rien qu'à planter depuis hier, ça va être cette le petite routine quotidien, de check, petite pénalité le lundi matin. Ouais, exactement, c'est bon, il s'est rien passé. Des fois, t'as des pics de trafic. Tu t'es avoir 404 là. Oh là, elle est bizarre. C'est ça. On va la rediriger. Est-ce qu'il y a eu une update de l'algorithme qui est passée? Est-ce qu'il y a eu moins de trafic? Il y a eu plus de trafic, il s'est passé un truc, donc tu fouilles un petit peu. Donc ça va vraiment être un peu le quotidien, et ensuite, en fonction des priorités de ta semaine, de ton sprint, souvent je fais des temps de focus le matin pour vraiment avoir des temps de concentration pour creuser les sujets, la stratégie, et l'après-midi ce sera un peu plus dans l'opérationnel. Et tu consacres combien de temps, du coup, le matin, ce petit audit ou un petit peu à cette vérification des KPI, des indicateurs de performance? Ouais, c'est assez rapide parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, enfin, d'un point de vue SEO, ça fait que 1 an et demi, enfin, du coup, vraiment 1 an qu'on s'est vraiment lancé dedans. Donc, c'est pas comme si on allait perdre, tu vois, la moitié du trafic du jour au lendemain. Enfin, donc ça va assez rapide. Je passais plus de temps quand j'avais des gros sites avant. Donc, je dirais peut-être une dizaine de minutes sur c'est sanity check. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de souci. Le lundi, je vais prendre plus de temps parce que je vais regarder les évolutions de mots-clés à la semaine, etc. Donc, je vais peut-être passer, une demi-heure, et plus si je vois qu'il y a des soucis. Mais voilà, c'est assez rapide. Tu utilises quel outil du coup pour suivre un peu tes mots-clés? J'utilise quel outil? Ouais. J'utilise Smart Keywords. Smart Keywords, ouais. Exactement. Donc voilà, c'est le principal. Et après, je complète aussi avec du Ahrefs pour soit suivi de mots-cllés, soit recherche de mots-clés. Et Smart Keywords, j'avais bossé un peu avec eux, avec Play, qui les accompagnait sur le marché américain. Bonne boîte. Ouais. Et bel outil. Tout à fait. Donc top, trop bien. Et donc quels sont toi là tes gros objectifs SEO de 2023, vers quels, sans rentrer dans la confidentialité, bien sûr. Quelle est ta grosse stratégie pour 2023? Quels sont tes gros objectifs, que ce soit en termes de sur les 3 piliers, hein, quels sont tes objectifs de croissance, tes objectifs de, je sais pas si tu cibles des mots clés en particulier, des objectifs en termes de conversion, quelles sont tes grosses lignées là pour 2023 d'un point de vue SEO? Ouais, alors en gros on va dire que 2022 ça a été un peu prouver le concept du SEO, qu'on peut faire grandir, grossir le trafic de façon organique en étant patient, parce que ça a pris un petit peu de temps vraiment de voir cette courbe monter. J'ai attendu vraiment 6-7 mois avant que on voit ça monter petit à petit, mais ça n'allait pas si. Donc là c'est bon, on a eu cette courbe là, donc du coup on va chercher un peu plus loin sur la stratégie. Donc les gros projets maintenant sur 2023, maintenant que le concept a été on va dire
prouver et embarquer en interne. Il y en a plusieurs d'un point de vue contenu, on va dire, et positionnement. En 2022, j'ai beaucoup travaillé la sémantique autour de l'assurance santé parce que c'est un peu le produit phare, on va dire, d'Alan. Sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue branding et même, si tu connais l'app, on va plus loin que l'assurance santé. On veut devenir vraiment un partenaire santé avec une panoplie de services qui vont venir accompagner les membres autour de leur santé, de la prévention, etc. Mais aussi des entreprises pour promouvoir le bien-être en entreprise, la qualité de vie au travail, etc., les techniques de bien-être des salariés. Et donc, en fait, d'un point de vue contenu, moi, je vais commencer à me positionner sur ça, donc aller chercher un autre champ sémantique sur ce sujet-là. Donc, ça va être un gros focus pour le premier semestre d'aller d'aller créer pas mal de contenu sur ces thématiques-là. Donc, ça, c'est l'un des objectifs, et du coup, de commencer à avoir du trafic positionné, quali sur ces thématiques-là d'ici le milieu de l'année. Ensuite, il y a un gros sujet conversion. On a commencé à en parler. Pareil, donc en 2022, on a fait monter le trafic. Aujourd'hui, c'est un trafic qui est pas encore très chaud, qui convertit pas encore. J'ai fait pas mal pas d'interviews utilisateurs, mais de sondages utilisateurs depuis le site en utilisant Hotjar, en mettant des sondages en place. Ce qu'on comprend, c'est que notre trafic B2B et indépendant est en recherche d'une assurance santé, mais il est plus en mode il a besoin d'informations avant de vraiment passer à la conversion. L'assurance santé, ça reste un sujet qui est assez complexe, on décide pas comme ça. Donc, on dit que s'il est pas prêt à convertir maintenant, on peut peut-être par contre le capturer et lui envoyer des ressources après par email, etc. et le réchauffer pour s'il est prêt dans 1 mois, 2 mois, 3 mois à prendre son contrat d'assurance santé, il le fera avec nous parce que on est resté dans sa tête sur les derniers mois. Ouais. Donc c'est aussi réfléchir à d'un point de vue UX, on va retravailler nos templates de page, travailler les points de conversion, mais aussi créer des nouveaux parcours de conversion de lead froid en gros pour travailler cette partie-là. Super, ça c'est trop intéressant. Et ouais, c'est vrai que je pense que c'est compliqué. Je le vois sur des blogs que j'ai sur des niches ou autres. J'en ai un par exemple sur la bière. C'est très facile de prendre un email parce que je vais offrir quelque chose. Si tu veux le guide de la bière, il y a le côté divertissement et tout. Là où chez Alan, je pense qu'il va falloir mettre d'autres stratégies parce que si tu veux le guide de l'assurance santé, ça me paraît pas ultra sexy, quoi. Voilà. Après, peut-être c'est pas le cas, mais. En fait, d'un point de vue entreprise, comme toutes les entreprises sont obligées d'avoir une assurance santé pour leurs salariés, ils recherchent beaucoup d'informations. C'est quoi les obligations, là, c'est quoi les garanties, c'est pas comme acheter un jean ou Exactement. Donc, ils ont besoin d'informations vraiment très précises, et même s'ils peuvent les trouver sur le site, ils n'ont pas forcément le temps d'aller naviguer. C'est une grosse requête informationnelle, tu vois. On passe beaucoup plus de temps à se demander, on en reparlera sur des mots importants, comment se faire rembourser, à quel point je vais te rembourser, quels sont. Et du coup, c'est pas pareil que sur l'achat d'un vêtement ou d'une formation où, tu vois, c'est un investissement sur ta santé, c'est quelque chose d'important. Donc, forcément, les requêtes informationnelles sont clés sur ce marché. On en reviendra juste après. Et du coup, pour terminer un peu sur le pain sur la planche, j'avais 2 petites dernières questions à te poser. C'est moins lié à Alan, mais plus lié à ta carrière de SEO. Ouais. Si tu me devais donner là ton plus gros apprentissage d'un point de vue SEO, une erreur que tu as pu faire, quelque chose qui t'a... Moi, j'en ai plein, quelque chose que tu as appris, ça dépend, quelque chose qui t'a marqué, que tu as expérimenté, qui a fonctionné ou pas. Tu vois, si tu devais dire quelque chose comme ça qui t'a marqué d'un point de vue, un souvenir. C'est difficile, je ne sais pas s'il y en a un, parce qu'en fait, comme il y a 3 piliers, mais il y a plein de choses aussi autour des piliers. À chaque fois, tu as des apprentissages sur les différentes techniques. Je pense que du coup, l'apprentissage, c'est que sans la combinaison des 3 piliers, ça marchera. Enfin, tu n'auras pas les objectifs que tu veux. C'est-à-dire que tu as beau avoir le meilleur contenu du site, si techniquement ton site il marche pas, ou Google ou les internautes peuvent pas trouver ton site parce que techniquement tu as des erreurs, ça sert à rien en fait d'investir dans ton contenu. Tout comme si tu le promeux pas et tu travailles pas ton autorité, ça sert à rien non plus. Donc c'est vraiment être la combinaison des 3 qui va faire que t'as ces résultats. Et nous, tu vois, la partie netlinking chez Alan, on a mis du temps à la mettre en place. On a attendu justement d'avoir pas mal de contenu, de prouver en interne qu'il fallait un petit peu investir dedans aussi d'un point de vue netlinking. Fallait convaincre. C'est ça. Et c'est difficile parce que le ROI, il est clairement pas direct. Et puis c'est pas comme les autres. Et c'est un sujet intéressant, ça, parce que tu vois, souvent les directeurs marketing en entreprise, ça reste 2-3 ans, et du coup, tu as des objectifs de croissance.
Et c'est clair que l'Ads, ça apparaît comme le moyen le plus simple parce que tu as des résultats directs, tu peux prouver, bah tiens, avec tant d'investis, j'ai tant. Le SEO, tu vois, on sait pas trop, c'est 6 mois, 8 mois sur un mot-clé, des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais une stratégie mature, c'est entre 1 et 2 ans. Ouais, et du coup, t'as aucun moyen de presser, donc forcément, t'as beaucoup de personnes qui vont aller sur l'Ads, et c'est pour ça qu'il y a une stat qui est intéressante. Je crois qu'il y a 70% des clics qui vont sur le naturel et 30% des clics qui vont sur les ads. Pourtant, la plupart des personnes mettent sur les 30% et pas sur les 70%, tu vois. Clair. Et ça, c'est dû au fait qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est pas des résultats qui sont directs, mais par contre, sur le long terme, bah, on est plus dépendant d'un canal publicitaire. Et ça, c'est super bien et bénéfique. Et on a du trafic régulier qui vient d'une source fiable. Donc, c'est top. Et d'où le fameux tabouret, hein, comme tu l'as très bien dit. Si un pied tombe, bah, effectivement, c'est pas d'où le fait de travailler de manière équitable, en fait. T'es 3 piliers. Ouais, exactement. Et donc, je pense que, c'est ça. Et là, sur l'expérience dernière, là, chez Alan, j'ai aussi vu, on a fait un site technique propre, on a fait du contenu qui était bien quali. Et ça aussi, à partir du moment où on a amené la partie netlinking, qu'on a eu notre boost. Alors, ça m'arrive tout le temps, en fait. À chaque fois qu'on voit le boost, il y a plein de choses qui se sont passées en même temps. Il y a eu l'update, la core update en septembre. Et en fait, c'est à partir de là que ça s'est monté, mais on avait amené le netlinking en même temps. Donc, qu'est-ce qui a été le plus bénéfique? Moi, je pense que c'est une combinaison de tout. Et voilà, je pense que l'apprentissage, exactement. C'est la base du SEO. Exactement. Et la patience, du coup. D'un point de vue plus soft skills, il faut être patient, il faut pas abandonner, quoi. Bah ça, c'est un bon apprentissage. Totalement. Et moi, j'ai 2 questions du coup qui me viennent. C'est super intéressant. J'en ai une première sur la partie contenu. Tu vois, je me demande du coup chez Alan, tu l'as dit, t'es toute seule. Donc, faut quand même que quelqu'un d'autre rédige les contenus. Je pense, voilà, t'es pas forcément spécialiste du remboursement des tartrages je te confirme. Et du coup, comment t'as organisé ça? Est-ce que t'as des rédacteurs externes? Et combien d'articles tu publies par semaine? Voilà, et quels sont tes conseils là-dessus? Ouais. Alors, l'année dernière, quand on a commencé le contenu, en gros, notre objectif, c'était de publier une 30aine de contenus par mois. En gros, un par jour. Ouais, c'est ça. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça. Souvent, c'est en fin de mois qu'on les publie tous d'un coup. Ça se passe rarement comme ça. C'est un peu ce qu'on se donne comme objectif, mais ça se passe pas vraiment comme ça. Et en fait, j'avais le soutien quand même d'une personne de l'équipe contenu qui m'aidait sur la relecture, s'assurer que en gros c'était des contenus propres et tout. Et après, on travaillait avec une agence qui faisait la création de contenu. Donc moi, je faisais la stratégie. Je créais les briefs et après la rédaction. Contenu, exactement. Assez orienté aussi, quel est l'objectif, de quoi on veut vraiment parler, etc. Et quels sont les mots-clés prioritaires, secondaires. Et ensuite, voilà, ça partait en rédaction et j'avais quelqu'un en interne qui m'aidait pour la relecture, publication. Là, aujourd'hui, je fais plus cette personne-là en interne, mais du coup, je passe avec une freelance. D'accord. Et je m'aide pour la partie brief et charge de mots-clés de ChatGPT. Ok. Intéressant. Mais pas de rédacteur en interne. Bah, très bon sujet. C'est parti. Et du coup, 0 rédacteur en interne chez Alan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, sur les rédacteurs que tu as trouvés, c'est des personnes qui sont spécialisées quand même dans la santé ou c'est juste des rédacteurs qui rédigent autour de ça et derrière toi, tu vas ajouter votre patte Alan avec du contenu beaucoup plus concret peut-être? Comment ça se passe? Tu sais que c'est compliqué sur certains sujets de trouver des rédacteurs. Je disais, alors oui, quand on va parler de sujets marketing, il y en a beaucoup, mais quand on va sur des sujets plus techniques, par exemple le droit ou la finance, c'est là qu'il faut trouver des rédacteurs plus spécialisés pour apporter une valeur concrète. Et justement, on parle des returning visiteurs qui sont clés, des visiteurs qui reviennent sur le site sont clés en SEO. Le fait d'avoir un bon contenu. Est-ce que ça, c'est une volonté chez Alan peut-être d'internaliser la rédaction des contenus? Et j'ajoute en plus, il me semble, santé, c'est ce que Google appelle Your Money, Your Life, YMYL, qui sont les contenus qui sont entre guillemets encore plus regardés par Google. Par rapport à ça, moi je sais que dès que j'ai un client dans la santé, je l'évite, je dis c'est vraiment pas une spécialité, je connais pas du tout. Donc, c'est un vrai sujet. L'année dernière, quand j'étais vraiment sur l'assurance santé, du coup, via l'agence qu'on avait, ils prenaient des rédacteurs qui avaient déjà travaillé sur des sites de la santé, etc. Et la personne en interne qui relisait les contenus travaillait dans l'équipe Care avant, donc il y avait aussi une certaine connaissance technique du sujet. Cela dit, pour tous ces articles qui ont été créés l'an dernier, je vais les faire repasser pour une relecture technique et pour une mise à jour aussi, parce que comme tu dis, c'est des contenus qui doivent être mis à jour.
peut pas se planter sur je sais pas, l'année dernière il s'est passé ça dans la loi de l'assurance santé ou quoi que ce soit, il faut que ce soit mis à jour. Donc en fait je vais les faire relire en interne par l'équipe Care aussi qui gère en fait toutes ces problématiques là plus techniques, qui s'y connaissent du coup. Exactement. Et pour l'autre partie du contenu qui est plus sur le bien-être au travail, pour aller sur le positionnement et plus l'image de marque, là je passe par une ancienne collègue que j'avais chez Preto, qui travaillait très bien et qui est passée en free maintenant. Et en fait c'est un sujet qui reste moins technique aussi, t'as moins de questions de légalité, etc. Donc elle crée le contenu et on a des médecins aussi en interne chez Alan, et je pense que en deuxième partie de l'année j'essaierai de me rapprocher d'eux pour apporter vraiment une valeur ajoutée à notre contenu, et pas juste mais voilà, c'est pas juste c'est quoi le bien-être au travail, c'est ok, quelles sont les vraies techniques, quels sont les vrais problèmes qui peuvent être liés, et avoir l'expertise en interne. Donc c'est un du mix médecin, un petit peu sur l'article, quoi, avoir un peu quelque chose d'avis du médecin. Et puis du coup des conseils qui sont aussi actionnables et tout, parce que c'est ce que les gens recherchent, c'est pas... Pour moi c'est la base d'un article en fait, c'est son côté mémorable. C'est ce qu'on cherchait à faire chez Live Mentor. On se dit, ah bah tiens, ça, je l'ai vu sur le blog de Live Mentor, c'est la patte Live Mentor. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'exercices à la fin, tu vois, pour vraiment créer un souvenir mémorable et donner de la valeur concrète et actionnable. Tu vois, pour moi, c'est ça qui fait la vraie valeur d'un média différent et qui se différencie du reste. Et Google joue beaucoup là-dessus avec sa Mage Helpful Content, qui ne cherchent plus forcément des contenus full optimisés et qui sont très factuels, mais qui vont vraiment aller chercher du contenu concret qui aide l'utilisateur profondément dans son besoin, tu vois. Ouais, exactement. Mais c'est clairement lié à la recherche de l'intention utilisateur et du coup de toute l'expérience c'est clé, utilisateur. Franchement, pour moi, si je devais définir le taf d'un SEO, ce serait répondre à une intention utilisateur. Tu vois. D'ailleurs, dans la dernière partie de l'épisode, Maud va nous parler de ça. Donc, c'est vrai. On a prévu des petites mais avant ça, questions. il y a une dernière question sur le pain sur la planche. On en a un petit peu parlé. Mais si tu devais me dire l'outil indispensable que tu utilises, alors tu vas parler de ChatGPT, de Smart Keyword, est-ce que l'un ou l'autre, je ne sais pas, ou est-ce un autre peut-être, quel est ton outil vraiment phare? Moi personnellement c'est Your Text Guru, je ne sais pas quel est le tien. Bon, il y en a plein, et il y en a plein qui vont aller sur différents aspects justement du SEO. Moi, d'un point de vue indispensable, ça va plus être un outil technique de crawl, et du coup, celui que je préfère, c'est Screaming Frog. Je me suis formée sur cet outil-là, je le trouve hyper fort, et pourtant tu vois, c'est pas un bel outil. C'est geekos. C'est geekos. Ça va faire une LAN parce qu'il y en a plein aujourd'hui. On a aussi OnCrawl, et d'un point de vue lecture, DataVis, etc., c'est quand même plus agréable. Mais Screaming Frog, je le trouve c'est la base du technique. Donc Screaming Frog, on précise peut-être pour les auditeurs, qui est un outil qui te permet de crawler ton site, de découvrir toutes les pages, qui est un outil qui a, je trouve moi, un rapport qualité-prix qui est hors du commun, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Qui est gratuit si vous avez moins de 1000 URL. C'est pour les petits sites, si vous voulez essayer. Alors la différence, c'est pas un outil comme Ahrefs, comme ça. Là, faut l'installer sur votre ordinateur parce que c'est un logiciel du coup. Et il suffit juste de copier-coller l'URL de votre site, de lancer crawl, ça prend 10 minutes, peut-être un peu moins en fonction du nombre de pages. Et point par point, vous allez pouvoir descendre et voir les erreurs 404, les H1 qui sont peut-être trop longs, les problèmes de couverture. Vous allez même pouvoir matérialiser votre site pour voir un peu le maillage interne, s'il est bien organisé, voir s'il n'y a pas de page orpheline qui traîne un peu trop loin, et pour vraiment tout retravailler. Donc c'est vraiment moi l'outil phare que je check sur la partie technique. C'est aussi Team Screaming Frog personnellement. Et du coup, comment tu t'en sers chez Alan en l'occurrence de Screaming Frog? T'as des exemples ou j'utilise un peu pour tout, on va dire. Ça va être les audits techniques, s'assurer qu'on n'a pas de page orpheline, de 404, pas trop de 301, de chaîne de redirection, ça va être ça. Regarder d'un point de vue plus contenu et optimisation on page, des balises SEO, s'assurer que tout va bien, la structure du site d'un point de vue profondeur de page, en fait il y a plein de choses qui sont faites, donc ça dépend aussi de ce que je veux regarder. Donc profondeur de page, à quel point une page va être profonde sur le site, à quel point elle va être loin, ou ce genre de choses. Et je l'ai pas mal utilisé dans mon expérience précédente chez Preto, pour analyser le PageRank interne aussi, bien sûr, qui est un sujet assez complexe. Et Screaming Frog a sorti des fonctionnalités qui permettent de se rapprocher un peu de ça. Donc voilà, faire des analyses à ce niveau-là. Très intéressant. Et on rappelle donc la règle des 3 clics pour la profondeur. Essayez toujours pour n'importe quelle page ou article de votre site,
d'essayer d'être toujours à moins de 3 clics de votre page d'accueil et limiter vraiment la profondeur dans le contenu, parce que du coup, ça ralentit les robots de Google qui vont perdre leur temps à chercher de page en page pour arriver au contenu. Et donc, on évitera les contenus orphelins qui sont, pour vous rappeler, des pages qui n'ont aucun lien de pages, de liens internes comme peut-être externes aussi, et donc qui sont considérés comme orphelins. Et c'est d'autant plus important que, enfin, moi je le vois notamment en 2023 et déjà avant, hein, depuis 2022, tu as Google qui commence à indexer de moins en moins de sites et à être de plus en plus sélectif sur le contenu. Et du coup, forcément, si tu as des pages qui sont perdues à l'autre bout de ton site, bah, ça va être encore moins de sens. C'est fini, c'est perdu. Donc ouais, totalement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'ai encore une autre question. Il y a trop de trucs. On va partir sur un format de 2 heures et on change tout, les amis. Non, mais du coup, avant, comme là, on parle un peu d'intégration de techniques et autres. Et avant, tu as parlé aussi de netlinking. Peut-être creuser un petit peu. Et peut-être, Thomas, on peut en profiter pour glisser un mot un peu sur notre sponsor. Paper Club. Voilà, Paper Club, qui est une plateforme de netlinking qui nous permet d'avoir tout ça. On est dans un studio, on est une semaine à Paris, alors que Thomas et moi, on vient pas de Paris, donc on les remercie déjà pour ça. Ouais. Vous avez besoin de backlink, il y aura aussi un petit code avec 30% sur le premier backlink. Donc voilà, le petit code, il sera dans la description. Dans la description, position 0 en chiffres du coup. Et effectivement, plateforme avec des prix qui sont très justes sur le marché, parce qu'en fait, à différence d'autres plateformes, on n'a pas forcément un accompagnement derrière, mais on va pouvoir aller faire son shopping, tu vois, comme si on se connecte sur Zalando ou sur Zara, se promener et regarder les thématiques et placer ces liens. Et généralement, quand on fait des comparaisons, on a des prix qui sont vraiment intéressants, et aussi intéressants pour des stratégies de SEO à l'international, puisqu'ils sont présents sur je ne sais pas combien de pays avec plus de 38 000 sites partenaires. Donc, on peut que vous recommander de checker le code qui se trouve dans la description. Exactement. Et du coup, ma question, c'était Maud, du coup, voilà, toi, comment tu t'y prends? Tu as parlé de netlinking, de ce que tu as fait sur Alan en 2022 un petit peu. Bah, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie de netlinking? Et si tu as des petits conseils peut-être pour les auditeurs de ce que tu as repéré qui a marché ou autre? Ouais. Alors, chez Alan, on vient tout juste de commencer le netlinking, donc j'ai pas encore énormément de recul par rapport à ça, même si je vois que ça fait bouger la tendance, ça nous aide globalement à faire grossir notre trafic, nos positionnements, etc. Aujourd'hui, je passe par une plateforme aussi, avec un accompagnement, parce que, encore une fois, comme je suis toute seule, le netlinking, c'est assez chronophage. Donc même en passant par une plateforme, j'ai besoin de l'accompagnement. T'as plein de choses à gérer à côté, donc exactement. Ça fait sens. Et il y a plein de requêtes sur lesquelles on veut se positionner. Donc en fait, voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est un peu les prémices de netlinking. Donc hâte de voir aussi les résultats à ce niveau-là. Après, dans mes expériences passées, j'ai fait plusieurs techniques différentes. Ma technique, je pense, préférée, qui aujourd'hui marche plus. Non, en vrai, ça devient compliqué. C'était un truc qu'on faisait beaucoup en Angleterre. J'ai eu du mal à répliquer en France. Ça a eu quelques résultats, mais en plus, c'était justement de faire des RP digital où on faisait un peu des études avec de la data, etc. Mais qu'on faisait nous-mêmes. Il n'y avait pas d'institut de sondage derrière. C'était des petites études sympas, un peu lifestyle aussi, qu'on allait pousser à des médias nationaux, régionaux, tier 1, tier 2, etc. Et ça, c'était vraiment des campagnes sympas, je trouve. Ah, mais ouais, c'est une superbe strat, ça. Ouais, et ça marchait vraiment bien au UK. Enfin, j'ai eu je sais pas, 30, 40 backlinks en un mois, parce que la campagne, elle prenait, puis c'est un effet un peu boule de neige qui a été prise dans ce média-là, donc ça reprend. Et c'est quel type de contenu, parce que je sais typiquement que dans le genre aussi, c'est les infographies qui marchent beaucoup, typiquement. Si vous cherchez un moyen d'obtenir des backlinks naturellement, le fait d'avoir une infographie sur votre domaine, par exemple, je prends l'exemple de Brandin qui avait fait une infographie sur l'anatomie d'une page parfaitement optimisée, et ben ça, en fait, ça va attirer naturellement les créateurs de liens qui cherchent justement, et tu vois, c'est leur évite en fait de le faire eux-mêmes, tu vois. Ils ont toute l'info, ils vont directement le caler et boum, t'as un backlink naturellement. Donc, quand vous avez un contenu qui est vraiment destiné à vos créateurs de liens, pas uniquement aux utilisateurs, c'est important de penser aux créateurs de liens, et que tu sais qu'il apporte de la valeur ajoutée, c'est un bon moyen en fait d'aller obtenir des backlinks naturellement et de ne pas uniquement faire de l'achat de liens, mais de trouver de l'acquisition naturelle. Et d'ailleurs, j'imagine que chez Alan, vous devez avoir pas mal d'acquisition naturelle qui tombent quand même, de liens qui, tu vois, comme tu m'as dit, tu contrôles un peu les liens qui tombent chaque mois. J'imagine que vous devez avoir quand même pas mal de liens qui tombent, de sites qui vous mentionnent, de sites d'information. Ouais, en fait, on en a qui tombent, surtout quand il y a eu les levées de fonds sur les années passées. C'est ça qui fait beaucoup parler d'Alan. Licorne française, d'ailleurs, on l'a pas mentionné, je crois. Ouais, exactement. Donc, on va avoir ces liens naturels qui vont tomber. Après, du coup, ça va être des liens intéressants parce que c'est du B2B, c'est des gros
gros médias, des news, etc. Donc ça, c'est bien. Après, nous, on a besoin de liens qui vont plus dans la thématique santé, etc. pour regarder la thématique. Thématiser là-dessus, c'est exactement. Et c'est là où le challenge, je trouve. Donc voilà. Et est-ce que tu as des pistes du coup d'études statistiques pour potentiellement que tu pourrais faire autour de la santé et qui pourrait, si tu devais un peu retester cette méthode? Ouais, je pense qu'on pourrait en trouver, mais le truc aujourd'hui, c'est que quand tu fais des études comme ça, les médias, ils mettent plus de lien vers toi. Ils parlent de ton étude, mais ils mettent plus de lien vers toi parce qu'aujourd'hui, ils savent que c'est des choses qu'ils peuvent faire payer. Et du coup, c'est des liens monétisés. Ouais. Souvent, dans les gros médias, c'est très cher. Je suis pas sûre que l'investissement vaille le coup dans mon autre expérience. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, sur le netlinking, est-ce que tu as des pages que tu vas pousser plus que d'autres? Tu vois, est-ce que tu vas pousser du contenu, des articles écrits, ou est-ce que tu pousses vraiment la page mutuelle santé pour essayer de booster celle-là? Ouais, en fait, ma première page était assurance santé, effectivement, c'est un peu mon challenge de me positionner bien sur cette requête-là, donc celle que je vais pousser en priorité. Cela dit, en fait, c'est important d'aller aussi travailler les pages externes. Il n'y a pas qu'une requête, et surtout si tu envoies tous tes liens sur une même page, c'est pas du tout naturel, donc c'est un peu on grillé. fait pas ça, voilà, exactement. Donc, on continue à envoyer sur la home, sur assurance santé, mais aussi sur des requêtes donc, secondaires. Beaucoup de liens naturels. Et de l'encre optimisée sur des requêtes clés. Hein, exactement. C'est très important. Pour rappel, pas faire que des encres optimisées. La règle, c'est plus 80% d'encre naturelle pour 20% d'encre optimisée. Google préférera toujours le naturel de toute façon. Donc, une encre naturelle, c'est sur un nom de marque. Donc, Alan, Live Mentor, Skyscanner, peu importe. Et une encre optimisée, c'est sur un mot-clé comme assurance santé, qu'on va faire varier, mutuelle, assurance santé, pour augmenter la couverture sémantique de Google. Donc, c'est très important de varier et de ne pas faire que l'un ou l'autre. Ouais, tout à fait. Donc, en gros, moi, la façon dont je travaille, c'est que je sais les requêtes que je veux pousser, je sais les pages, enfin, du coup, c'est un peu un mapping requête, page que je veux faire pousser pour des raisons de marque, business, etc. Et du coup, je travaille avec la plateforme pour pousser ces pages-là. Génial. Superbe. Très intéressant. Est-ce que tu as d'autres petites questions? Voilà, on est carré, on a déjà des questions qu'on va aussi prendre par la suite, donc je te laisse changer sur le troisième format. Ouais, on va faire un petit jingle. Et du coup, maintenant, c'est la roulette du SEO. Donc, le principe est très simple. On a préparé un petit chapeau. À l'intérieur, tu as des papiers. Chapeau de One Piece. Chapeau de One Piece. Je suis plus team pour Naruto, les passionnés des mangas. Voilà. Et du coup, on va te laisser tirer. Je pense qu'on va en faire 3, à mon avis. On va voir le temps que ça prend, mais voilà. Et si ce concept marche, on en créera un jeu du SEO, les amis. Ouais, ça, c'est un objectif qu'on a avec Lucas. Ouais. Exactement. Et du coup, il faudra juste le lire à l'oral quand tu tombes dessus. J'ai vu un sourire déjà. Non, c'est marrant parce que du coup, on a un peu touché le sujet. Donc, question, rédaction ou à la main, ou IA, donc intelligence artificielle. On a le droit de parler de ChatGPT dans ce podcast, mais on est tous d'accord. Ouais, c'est une très bonne question. C'est des choses où, des questions on m'a posées en interne pour, vu que je suis toute seule sur le SEO, est-ce qu'on peut accélérer en utilisant l'intelligence artificielle, etc. Sauf sur la rédaction. Ni l'un ni l'autre, c'est plus une combinaison des deux. Jamais J'adore. je ferais... J'adore cette réponse. Voilà, comme ça, je me mouille pas trop. Non, jamais je ferais des contenus qui sont rédigés uniquement par intelligence artificielle. Par contre, ça fait gagner du temps sur ça t'envoie une première version qui est pas dégueu, hein, mais tu peux pas la publier comme ça. De toute façon, il y a des erreurs aussi de cohérence, de la répétition. Le SEO, on travaille de plus en plus à faire des contenus naturels, donc en fait, c'est pas du tout possible de le faire par IA. Par contre, ça permet de gagner du temps sur le brief, une première version, et aussi pour le rédacteur de savoir de quoi il doit parler, et du coup de vachement orienter ses recherches beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus efficace. Et là, la personne avec qui je travaille me dit qu'effectivement, en fait, ça lui permet de mieux orienter ses recherches plus rapidement, du coup de rédiger plus rapidement, de suivre une trame naturelle. Après, elle retouche tout ça, mais du coup, d'un point de vue, on va pas se mentir, le coût, nous, ça nous arrange aussi. Bien sûr, c'est clair.
Et du coup, comment tu utilises un peu, du coup, je pense que tu utilises ChatGPT. Ouais, Qui est exactement. un outil, je pense que tout le monde en a entendu parler. Non, c'est je un ne outil connais pas. d'intelligence- Présente-moi ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle. Vous lui posez des questions, ça s'appelle des prompts et entre guillemets, cet outil vous répond. Et ouais, moi, je suis curieux de savoir parce que moi, je cherche des techniques. Il est malin, lui. Quels sont les prompts un peu, du coup, les questions que tu vas aller lui poser et comment tu vas l'utiliser Ouais. Du coup, j'ai fait pas mal de tests justement pour faire des prompts qui correspondent, dont le résultat correspondait à moi ce que j'attendais. J'utilise pour 2 process principaux, c'est la rédaction du brief, un peu créer l'objectif de l'article, l'outline, etc. Et la structure et une première version de l'article. Donc le brief que tu envoies ensuite à ce rédacteur, exactement. Et en fait, je lui envoie à la fois le brief et la première version. Et après, c'est un mix des deux. Ok, donc tu génères, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font pas de l'article directement d'un coup, mais qui font partie par partie ou juste le plan. Et c'est que ça permet aussi de varier et d'avoir d'autres types de contenu plutôt que de demander juste un article directement qui est pas toujours quali, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, tu donnes pas mal d'informations et après, c'est aussi à la personne qui rédige qui, en faisant ses recherches, va réorienter le plan si besoin et tout. Mais ça donne un truc assez large, mais qui correspond à ce que moi j'attends de l'objectif et du coup de l'intention utilisateur. On y revient. Et sur le domaine de la santé, je trouve que ça s'y prête assez bien parce que pour essayer 2-3 fois sur des contenus par curiosité, il y a des contenus où ça s'y prête très mal. Par exemple, quels sont les meilleurs templates utilisés sur Notion. Ça, pour moi, c'est pas bon, tu vois, lié à ce numéro. Par contre, sur les choses factuelles, comme évidemment comment se faire rembourser son détartrage, là, il va balancer de l'information. Effectivement, il suffit de le retravailler derrière, d'ajouter d'autres valeurs et de l'optimiser. Et c'est hyper important. Et pour rappel, la petite minute SEO, du coup, j'aurais l'appelé comme ça, parce que c'est important pour les personnes qui ne connaissent pas le SEO, qui nous écoutent. Google a sorti un peu récemment ce qu'il en pensait par rapport à l'IA. Et donc, pour revenir dessus, les contenus purement IA, les contenus d'IA ne sont pas forcément pénalisés tant qu'ils apportent de la valeur à l'utilisateur. Par contre, il se pourrait qu'en 2025-2026, 90% des contenus soient générés à l'IA. Et donc, forcément, beaucoup plus d'intentions qui arrivent dans les robots de Google et qu'il faut indexer. Et donc, forcément, s'il y en a trop qui arrivent sur une même requête, les premiers qui dégageront sont ceux qui n'ont pas fait l'effort, justement, de retravailler les contenus. D'amener une vraie valeur ajoutée. De pas forcément un peu pauvre en contenu, sans grosse valeur ajoutée. D'où le mix qui est clé. Et ne jamais publier un article directement. C'est catastrophique. Et nous, ce qu'on veut, c'est aussi amener des exemples concrets, des conseils, des choses comme ça. Et ça, l'IA va pas le faire. Surtout pas avec notre patte d'expert. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de mélanger les deux. Et pour juste revenir à ta question, les prompts, donc j'en ai essayé plusieurs. Il y a une extension Chrome qui s'appelle je sais pas. IRPM. Ouais, c'est ça, exactement. Je la connais pas. C'est quoi? On va te faire une petite démo. En vrai, c'est assez puissant et t'as plein de prompts qui sont publics, en fait, qui sont créés par d'autres SEO. Et en gros, moi, ce que j'ai fait, IRPM, on mettra dans la description. J'en ai testé plusieurs, j'ai regardé comment étaient faits les prompts, j'ai mixé un peu tout ça, j'ai rajouté ma patte à moi et j'en suis arrivée à un prompt dont je suis assez contente, mais je pense que je vais le travailler petit à petit pour être de plus en plus précise. Super. Mais je pense que c'est quelque chose vraiment à comprendre avec ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle qui apparaîtront. C'est en fait, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas juste lui dire écris-moi un article sur ça parce que ça sera raté. Mais parce qu'il ne va pas écrire un article de 2000 mots sur un sujet précis. Mais en revanche, ne pas se limiter, tester des choses, lui demander de faire quelque chose. Si ce n'est pas bien, essayer de le corriger et dire non, mais essaye plutôt de cette manière et autres. Et je pense que c'est comme ça que vraiment, on va pouvoir aller loin. Et je rajoute juste un dernier point sur ce que tu disais au niveau on a besoin d'un rédacteur pour venir ajouter des conseils ou quoi. C'est aussi pour amener le ton de voix de la marque qu'on a. Nous, Alan, on a un ton de voix particulier, une façon de s'adresser particulière, comme toutes les marques. Humaine, exactement. Dans le décalé, et qui casse le côté old school des mutuelles qu'on connaît. Exactement. Et du coup, c'est important de garder de la cohérence entre les différents articles, mais même sur la mise en forme et tout ça, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une touche humaine derrière. T'as déjà testé d'autres outils, Rédaction.io, Jasper, Marc Copy, des trucs comme ça? Un petit peu. Après, moi, j'ai beaucoup été sinon dans la rédaction vraiment pure à la main. J'avais dans mes autres entreprises, j'avais des équipes. Donc je trouve que ça reste plus quali. Après, t'as des outils qui te permettent de voir si t'as pas trop optimisé ou justement sous-optimisé. Exactement. Donc ça reste des outils utiles, mais moi je suis plutôt team à la main. Et j'ai eu du mal
accepté que je passais sur Ah, ChatGPT. c'est vrai. Bah, ça te déshumanise aussi un peu rien que ton Bien sûr. travail, quoi. Mais c'est pratique, je vais pas mentir. Mais d'ailleurs, fun fact, Thomas comme moi, tous les deux, on lance un petit projet dont on n'a pas parlé, mais chacun de notre côté, hein, pas ensemble, celui-là, où on va tester des sites, où on va que mettre quasiment des articles avec de l'IA. On va apporter bien sûr notre petite touche, mais voilà, peut-être qu'on en reparlera dans un email des abonnés au podcast. On aime les tests avec Lucas, Exactement. l'explorateur du SEO. Ouais. Exactement. Ouais. On te laisse tirer, alors c'est 3 papiers, t'as tiré le premier, on te laisse passer au Très bonne second, question. la le roulette premier, du SEO. je suis content. Ouais, c'est vrai. Twitter ou LinkedIn? Ah, alors déjà, LinkedIn, moi je suis plutôt team LinkedIn. Ah, ça c'est un peu le running gag qu'on a avec Lucas, parce que Lucas est sur la prononciation LinkedIn. Voilà. Et moi je suis plus team LinkedIn. Alors avis, hein, dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous prononcez LinkedIn, n'hésitez pas. Voilà, ceux qui prononcent LinkedIn, comme voilà les personnes comme moi, Je suis pas sûr. un grand D dans les commentaires et LinkedIn juste La base. voilà, Bon, déjà je suis Bon. perdant là, il y a 2 contre Ouais, 1. moi je suis plus team LinkedIn aussi. Honnêtement, je pense que pareil, ça dépend de ton audience. Nous sur l'assurance, on va plus être, enfin pour le du coup côté B2B, on va plus être sur LinkedIn. Twitter, ça c'est un peu compliqué avec le contexte actuel aussi. La plateforme bouge pas mal aussi. Je sais pas à quel point on veut continuer à aller sur cette plateforme-là. Je suis vraiment pas une experte sur le sujet, mais du coup plus team LinkedIn. Pour plein de raisons, à la fois pour en tant que marque se communiquer si on est sur du B2B, mais aussi à titre perso. Tu postes un peu de ton côté? Non, c'est pas trop. Non, pas trop. Je like, tout ça, je share, mais non, je fais pas trop. Et vous travaillez un peu le personal branding ou autre chez Alan, que ce soit toi ou d'autres personnes, vous avez un peu une stratégie sur LinkedIn ou pas particulièrement? Non, pas plus que ça. Ça peut venir, mais c'est pas un de nos focus aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça, nous, on l'a vu tous les deux, un petit peu à l'opposé du SEO, où tu vas être sur quelque chose avec un peu plus d'inertie, un peu plus long avant que ça paye. C'est vrai que LinkedIn, très rapidement, tu arrives à faire des posts qui vont quand même avoir une grosse visibilité, même quand t'es encore inconnu. Twitter, d'ailleurs. Twitter, pareil, c'est un peu plus long. toi Pour moi, qui connais, LinkedIn, c'est un post, peut te rapporter 100 abonnés. Sur Twitter, faut faire plutôt 100 posts pour avoir 100 abonnés. Bon, ça dépend avec des bons stats. Mais moi, ce que j'aime bien sur Twitter, c'est plus l'apport de valeur directe. Tu vois, c'est des choses qui sont très courtes. Enfin, moi, Twitter, ça m'a apporté tellement d'opportunités, que ce soit pour les invités du podcast, pour le réseau pro. Et je tweete vraiment quotidiennement. Et franchement, le fait d'avoir des threads, hein, donc des tutos un peu sur des sujets précis, bah, c'est du concret, c'est du direct. Et je trouve plus de concret sur Twitter et plus d'inspirationnel, personnellement, sur le côté LinkedIn. Ouais. Et fun fact, on s'est rencontrés sur LinkedIn. On s'est rencontrés sur LinkedIn et on est tous les deux des gros posters. Ouais, On communiquait en que ce soit sur Twitter et LinkedIn. Donc n'hésitez pas à follow. D'ailleurs, on balance plein de contenu SEO. Exactement. Passe au troisième. Allez. Passe au dernier. Autorité de domaine ou trafic quand tu choisis un lien? Autorité de domaine. Ouais, autorité de domaine. Ouais. Bah, surtout parce que, aujourd'hui, là, je vais parler plus par rapport à Alan, c'est ce dont on a besoin, en fait. On est plus sur de l'autorité de domaine. Et plus qu'autorité, je dirais aussi, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais la thématique du domaine aussi. En fait, nous, Alan, c'était un site avant que ça devienne, Alan.com, le partenaire santé et pas que l'assurance santé. C'était un site d'un politicien américain. Okay. Et en fait, on a un historique de backlinks dans la thématique politique, société, etc. Et je pense que ça nous, pas pénalise, mais ça nous aide pas à nous démarquer dans le secteur de la santé. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus ça que je vais aller chercher. Et du coup, pour revenir sur ta question, encore la minute SEO, hein, effectivement, il y a 3 choses clés quand on parle de backlinks. La thématique du site, forcément, on va chercher un site thématique. Même si, je prends un exemple, McDonald's, un énorme trafic, c'est pas forcément intéressant pour un LAN de recevoir un backlink de McDonald's parce qu'on est sur une thématique qui n'a rien à voir. Deuxièmement, effectivement, l'autorité du site. Pour rappel, l'autorité de domaine, c'est un score qui se situe entre 0 et 100 et qui atteste de la notoriété d'un site, le nombre de liens qu'il reçoit. Un backlink s'agit comme un vote vers un site. Et enfin, le trafic qui est important. Et c'est pour ça que c'est très important de différencier les deux, parce que parfois, tu peux avoir des sites avec des grosses DR, mais mettre un lien sur une page qui a peu de trafic. Et au contraire, parfois, avoir des sites qui ont
peu de DR, mais tu trouves une petite page qui est bien positionnée sur un mot-clé qui a plein de trafic. Et c'est pour ça que c'est hyper important, non seulement de trouver le bon site, mais aussi le bon spot dans le site pour bénéficier d'un article qui a déjà positionné sur des mots-clés, qui a déjà reçu du trafic, des backlinks, c'est de maximiser, en faire le transfert du jus. Plus on va chercher des positionnements sur des bonnes encres et des bons liens, plus on va monter notre autorité, quoi. Totalement, c'était un très bon résumé. Voilà. Honnêtement, j'ai bien aimé. Ouais, totalement, et c'est vrai que acheter un lien qui va être caché, typiquement, il y a souvent des... Moi, je me suis fait piéger en plus un jour, quand je connaissais pas trop le SEO. Une régie qui m'a contacté pour acheter un lien sur leur site, ils avaient parlé de moi, voilà. Je ne vais pas citer de nom. Oui, et bon, c'était 600 €. Je pense que c'était pas non plus énorme. Je me suis dit, bah oui, ça va me bénéficier en SEO. Ça n'avait rien à voir avec ma thématique. Le lien, il est caché tout au fond d'une page. C'est des sites qui ont déjà des milliers de liens, donc le mien n'apporte rien du tout. Et voilà, vraiment, essayer de penser et vraiment... finalement, le netlinking, que ce soit de l'achat de liens ou autre, les backlinks, c'est un travail en soi. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser chaque site. Sinon, c'est juste jeter de l'argent très bel exemple. par la fenêtre. Ouais. Et puis moi, j'ai vu plusieurs clients qui me disent « Ouais, je travaille avec une agence, ils m'achètent 5 liens par mois. » Et je dis, mais attends, c'est quoi les liens où est-ce qu'ils sont les liens et tout. Et tu les achètes où? Voilà, je sais même pas quels sont les liens. Ah ouais, non, mais là, il faut être un peu sérieux. Les achètes sur Black Market. Donc voilà un petit peu. Ouais. On a fait les 3 papiers? Yes. Ouais. Allez, très bien. La crème de la crème, dernière partie. La crème de la crème. Crème de la crème, le principe c'est tout simple, on va te poser des questions sur ta spécialité SEO qu'on t'a demandé au préalable, bien sûr. Donc tu nous avais dit un petit peu UX, comment ça peut impacter le SEO, l'intention utilisateur et autres encore. Et la première question qu'on s'était notée, nous on a un petit peu quand même analysé le site d'Alan, notre boulot un peu. Et du coup on a regardé typiquement les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Et on a vu des très bons positionnements sur des mots-clés comme remboursement, détartrage, ce genre de choses qui sont selon nous des mots-clés très informationnels. Et du coup, on a envie de savoir quelle est ta stratégie de contenu et de conversion pour être première sur des intentions informationnelles un peu de ce type. Ouais, alors déjà, expliquer pourquoi je suis allée chercher ces requêtes-là qui sont effectivement très informationnelles et qui vont avoir du mal à convertir potentiellement. C'était pour étendre le champ sémantique autour de l'assurance santé, la santé, etc. Donc, il y a plusieurs cocons sémantiques, plusieurs catégories qui sont sur les remboursements, le guide de l'assurance maladie, le guide de l'assurance santé, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel. Donc, en fait, si je veux me positionner sur l'assurance santé et que je parle que de l'assurance santé, globalement, ça va pas marcher. Et c'est aussi pour étendre notre visibilité sur tout ce qui va être lié à la santé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'aller m'étendre sur des requêtes un peu plus lointaines de notre cœur de métier. Pour la partie conversion, ça va être compliqué d'aller convertir depuis ces pages-là. C'est pas forcément notre objectif premier. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est justement réfléchir au parcours utilisateur qu'on peut mettre en place, qui est quelqu'un qui recherche le remboursement du détartrage, on en a parlé. On peut prendre d'autres exemples. Là. Non, mais c'est vrai, je fais un remboursement, je suis allée sur pas mal de thématiques. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais c'était aussi un test. J'ai dû faire une 50aine d'articles sur les remboursements. Alors, si on se positionnait bien, la qualité de ce trafic-là, c'est aussi de se dire, il y a peut-être des requêtes un peu opportunistes d'une personne. Alors, on ne fait pas d'assurance santé pour les particuliers, mais d'un indépendant, par exemple, qui là a besoin de faire un détartrage, va chercher ça et va se dire c'est un peu opportuniste, j'ai besoin d'une assurance santé maintenant parce que je fasse ceci ou ça. Et du coup là tu peux le faire convertir là. Ou alors c'est petit à petit rentrer dans sa tête, genre Alan est positionné, s'y connaît sur les remboursements, c'est une offre, il propose de l'assurance santé pour des situations qui sont adaptées à la mienne. Et du coup dans 2-3 mois, quand je vais chercher une assurance santé ou à changer d'assurance santé, je reviendrai. Et en se positionnant sur des remboursements, des guides, etc., tu restes aussi dans la tête des utilisateurs. Ouais, bien sûr. Donc, stratégie de contenu vraiment complète, un petit peu vraiment ce qu'on appelle un peu le funnel, où au départ, tu as de l'informationnel. Ouais. C'est un moment où finalement, je resserre un peu. Voilà, je cherche juste à me faire rembourser mon détartrage ou autre. Et après, petit à petit, aller chercher d'autres requêtes. Et tu vois, un exemple pour les remboursements, c'est aujourd'hui, tu recherches un remboursement détartrage. Demain, tu recherches un remboursement des frais de
Des tartrages. non, des frais optiques, tu vas à l'hôpital ou pas. Et en fait, peut-être que là, tu peux réfléchir à comment intéresser ton utilisateur, capturer son email pour lui envoyer en fait tout le guide des remboursements par spécialisation. Et voilà, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, même si on envoie et on fait du nurturing pour donner plus d'informations. Plus d'informations tu donnes, plus expert tu deviens auprès de ton audience, et donc plus tes prospects vont avoir confiance pour convertir avec toi, même si c'est du long terme. Et c'est tout le problème du SEO, c'est que du coup tu peux pas, le jour où il va convertir, ce sera peut-être pas attribué à du SEO, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup ça m'amène à une grosse question, parce que du coup sur le blog vous ciblez qui en premier, les particuliers ou plus les boîtes en mode B2B? C'est qui vos gros cœurs de cible sur la partie blogging, content? Ouais, alors sur la partie content, le blog aujourd'hui je l'utilise pas du tout en SEO, et d'ailleurs on va le migrer bientôt parce que voilà, c'est un tout autre sujet. Moi, sur le contenu vraiment SEO, il est sur le domaine anne.com et pas sur le blog. Et on cible à la fois du B2B parce que c'est les entreprises du coup, parce que c'est notre cœur de clients en fait. C'est eux qu'on cible en premier. En revanche, il faut aussi se dire que vous, n'importe qui fait partie de l'entreprise, ou même un RH en fait qui va décider de l'assurance santé de sa boîte, il peut aussi rechercher les remboursements pour lui-même, entendre parler. Et en fait, c'est aussi donc on vise aussi les utilisateurs finaux, les futurs membres ou les membres actuels pour pareil, c'est pour rester dans la tête des gens. Mais d'un point de vue business, on cible les entreprises en priorité. Et très intéressant. Et du coup, il y a un mot qui m'a marqué dedans. T'as dit que t'avais décidé de pas mettre ces pages un peu remboursement de je ne sais quoi sur le blog, mais plutôt directement sur le domaine. C'était quoi ta réflexion du coup par rapport à ça, et pourquoi tu l'as fait de cette manière? Simplement parce que donc notre blog aujourd'hui est en sous-domaine blog.anne.com, et en fait c'est un blog où il y a beaucoup de contenu qui a été fait, mais aussi avant que j'arrive, et c'est du contenu qui touche à tout. T'as des articles sur la levée de fonds d'Alan, comme la culture d'entreprise chez Alan, la transparence qu'on a chez Alan, mais aussi sur la loi Annie et l'impact sur la mutuelle. Et il y a pas c'est pas structuré en fait. Et donc aujourd'hui, moi, tout le contenu vraiment que j'ai fait sur le SEO, il est à côté dans des vraies catégories, c'est classé, c'est rangé. Et le blog, on va le migrer et on l'utilisera plus pour l'image de marque et le développement de notre positionnement. Ce sera pas du contenu pur SEO, assurance santé, etc. Ouais, bien sûr. T'as déjà des idées un peu de contenu qui reste sur le blog? C'est en cours de réflexion. En cours de réflexion, ça marche. Des petits articles dans SEO sur le blog. Comment on a mis en place une stratégie SEO. C'est ça. Quelle stratégie de backlinks. Exactement. Et du coup, c'est un WordPress ou un Webflow, votre site? Ou aucun des deux? C'est aucun des deux. C'est aucun des deux. On a plusieurs CMS. On a du Contentful, on a du Prismic. On a parlé hier. On a parlé de Contentful hier. Ouais, qui est pas mal, hein, franchement, qui est facile d'utilisation, à dire, pour ceux qui connaissent pas le HTML ou quoi. On a des pages, on a d'anciennes pages sur Webflow mais on va tout migrer. Ouais. Et du coup, sur ces pages remboursement, tu parlais aussi, tu disais c'était organisé en cocon un petit peu. Du coup, quel est le maillage un peu interne, donc les liens entre les pages que tu as créé là-dessus? Faudrait pas aller voir parce que mon maillage dans ma tête et le maillage qui est fait actuellement sur le site, c'est pas le même. J'ai pas eu le temps de le c'est toujours difficile à mettre en place. En fait, on a toute une partie sur les remboursements, et en fait, t'as le maillage automatique de tout ce qui va toucher au remboursement. T'as les liens en bas de page pour en savoir plus sur tel sujet. Et après, t'as le maillage qui est plus intéressant au sein des articles, où là, tu vas essayer de rester sur des thématiques assez similaires. C'est pas non plus, je vais pas mentir, c'est pas mon domaine d'expertise. Du coup, je pense que je pourrais mieux faire. Souvent, parce que quand je fais des cocons sémantiques, ce que j'essaie de faire, règle un peu obligatoire, c'est de la page mère vers ses pages filles, page fille vers la page mère, au sein du contenu, et pas le fil d'Ariane, etc. D'aller un petit peu plus loin et sur des thématiques vraiment proches et qui ont du sens, donc les pages sœurs, du coup, entre elles. C'est un peu la règle de base, et je n'ai pas travaillé beaucoup plus que ça. Je pense d'un autre côté, le premier truc, c'est encore de penser à l'utilisateur et comment tu vas l'aider. En fait, c'est ça. En ligne, je parle c'est exactement ça. Remboursement de je ne sais quoi, forcément, il va peut-être chercher quelque chose lié. Alors, je suis pas spécialiste mutuel, mais bientôt. Mais voilà, je pense que ça reste la première chose.
Mais et du coup, tu utilises un outil pour le gérer ou c'est full à la mano, ce Non, maillage c'est interne? full à la mano Ok. et c'est pour ça que c'est compliqué en fait parce que Ouais. on commence à avoir pas mal de contenu sur le site et du coup faut Ouais. se souvenir de tout ce qu'on a, Après, etc. pour les liens internes, c'est important toujours de garder son cerveau hein, dans les décisions parce que c'est très important. Mais pour simplifier, alors moi personnellement, sur la plupart des sites pour lesquels je bosse, Live Mentor, PlayPlay, moi j'utilise beaucoup Your Text Guru en fait qui va faire des calculs de cohérence sémantique entre tes pages et qui va dire ok, depuis cette page, il est hyper pertinent sémantiquement parlant Ouais. de linker vers celle-ci et donc ce qui permet de réduire le nombre de liens internes pour ne pas trop diluer ton jus et envoyer vers des pages qui au final sémantiquement parlant ne sont pas utiles en termes de transfert d'autorité du PageRank. Ouais. Très Exactement. intéressant. Et un autre, là, ça dépend à quel point on a travaillé vraiment sa strate de contenu et du coup, on a déjà le plan de son architecture au sein d'une catégorie, d'un concours sémantique ou quoi. Mais là, par exemple, pour les prochaines catégories de contenu que je lance, en fait, le plan, il est déjà tout fait. Je sais qu'on va parler de tous ces sujets-là. Donc, en fait, le maillage interne, il se fait automatiquement. Quand tu sais que tu vas parler de tel sujet, tu pourras le relier à celui-ci, etc. Et ça aide pour, au moment où tu publies ton contenu de mettre ton maillage interne directement en place. Très clair. Très clair, super intéressant. Et du coup, ta spécialité, l'UX, l'expérience utilisateur, hein, user experience, on dit souvent UX, on utilise toujours des mots anglais. Ouais. À quel point tu dirais que ça impacte le SEO sur Google? Et je sais que Tom, tu parlais de la fuite de Yandex récemment, donc il y a un autre outil. Je parlais de la fuite du Airbnb. Ça, c'est encore un autre sujet. Là, pour que les auditeurs comprennent, Tom et moi, on a loué un Airbnb pour la semaine à Paris. On le racontait à mode avant. On a eu beaucoup de soucis. Donc, mais c'est pas cette fuite-là, c'est la fuite Yandex, donc qui est un autre moteur de recherche Russe. qui est très utilisé en Russie, exactement. Et voilà, une des révélations, c'était que 20% de l'expérience utilisateur comptait un peu dans cet Dans algorithme. l'algo, ouais. Et du coup, pour toi, Maud, à quel point ça impacte l'UX, l'expérience utilisateur, le SEO pour bien te positionner sur Google? Ouais, alors, en termes de pourcentage, je pourrais pas dire, mais pour moi, c'est vraiment un peu la clé du SEO et on parlait des 3 piliers tout à l'heure. Je pense que l'UX, déjà, touche un peu à ces 3 piliers-là dans tous les cas parce que faut que tu penses à l'utilisateur. Très et aujourd'hui, ton contenu doit être orienté pour l'utilisateur et pas pour les robots, etc. Donc, en fait, l'UX, pour moi, tu as plusieurs trucs. Tu as le côté contenu où d'un point de vue UX, tu veux juste répondre à ton utilisateur et du coup, lui offrir l'information qu'il recherche et du coup, se mettre un peu... C'est un peu la psychologie marketing, c'est en fait il recherche ça. Qu'est-ce qu'il recherche vraiment, de quoi il a besoin, est-ce que je dois créer des nouvelles fonctionnalités, comment est-ce que je dois orienter mon contenu pour bien répondre à sa recherche, que c'est le premier point. D'un point de vue technique, tu vas avoir le temps de chargement du site. Il y a vraiment un gros impact, selon moi, sur l'expérience que tu offres à ton utilisateur, du coup, le taux de conversion aussi derrière, donc vraiment optimisé. Et oui, à quoi ressemblent tes pages aussi. Aujourd'hui, ton expérience, tu mets des CTA partout parce que tu vas absolument convertir une page informationnelle. En fait, ça n'a aucun sens et ton expérience utilisateur est dégradée. C'était un point, ça aussi, dans Yandex. Hein. Des pages qui sont trop commerciales, trop de CTA, trop de pop-up, trop de liens affiliés, machin, c'est pas celles qui vont prendre le plus de jus, tu vois, de la part de l'algo. Exactement. Donc, effectivement, c'est bien de le faire de manière smart et réfléchir aux points de conversion les plus pertinents en fonction des pages. Hein. Des fois, quand on est plus sur du bas de funnel, on va pousser des pages plus importantes, alors qu'on est en haut de funnel, plus sur l'information et des éléments, tu vois, qui vont monter, en fait, en gamme, quoi. Ouais. Super intéressant. Et du coup, tu vois, pour l'expérience utilisateur, par quoi tu remplacerais des CTA? Parce que c'est tu vois, il y a plein de trucs où tu veux gagner de l'argent. Je veux dire, tu veux faire des leads, faire des ventes. Du coup, tu tombes dans le piège de mettre des dizaines de CTA. Moi, je le sais, sur certains blogs de niche, dans mon blog sur la bière, j'essaie de renvoyer un maximum qui veut gagner des millions vers des sites qui vendent de la bière, quoi. Je pense que c'est voilà, je suis sur un travail là pour améliorer ça. Mais du coup, quels sont tes conseils, tu vois, sur une page? Typiquement, on va reprendre remboursement des tartrages. Je pense que là, on est sur de l'informationnel. Optimiser l'expérience utilisateur sur cette page, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil un peu aux auditeurs? Sur des pages de remboursement, donc déjà, d'un point de vue contenu, expliquer comment tes remboursements marchent, etc. Ensuite, donner des exemples concrets de tarifs. En fait, ça marche comment ton remboursement et quel est le remboursement que tu peux espérer avec différentes couvertures de santé. Quitte à mettre un petit simulateur aussi en fonction, tu prends telle offre de santé en tant que du coup pas de particulier pour nous, mais d'indépendant ou d'entreprise, tu fais jouer, t'as un simulateur qui fait jouer, tu seras remboursé tant par la sécurité sociale, tant par ton assurance santé, etc. Et plus des fonctionnalités qui vont engager
utilisateur, voire prospect, dis-moi ton bounce rate, etc. Avant la conversion, tu as toute une question d'engagement. Encore une fois, surtout pour des sujets comme l'assurance santé où on va pas convertir directement, quand le prospect s'amuse un peu avec ton site, a une expérience qui est sympa, je pense que ça l'engagera plus derrière. Donc, vous rankez sur les mots-clés de comparateurs les comparateurs, c'est tellement concurrentiel aussi que... Toi, tu connais Skyscanner aussi. Comparateur de voyage. Je travaillais chez Skyscanner au Royaume-Uni aussi. C'était très, très concurrentiel. Il y a beaucoup de c'est très monde. compliqué. Et je sais pas ce qui joue beaucoup sur les comparateurs. Est-ce que c'est la qualité du comparatif? Est-ce que c'est le contenu que tu vois autour? Est-ce que vous avez des retours là tous les deux, vu que vous en avez fait un petit peu tant toi Shalan que toi Lucas chez Skyscanner? Alors, je peux moi, en 2 mots dire, et puis après je laisserai Maud continuer, je suis sûr qu'il y a plein de retours. Chez Skyscanner, en fait, ce qu'on a vu, alors déjà, on avait une couverture de mots-clés qui était énorme sur, tu vois, ce que tu cherches, voyage Berlin-Mulhouse, ou voyage Tombouctou. J'essaie de trouver des villes. Là, t'étais resté très dans ta sphère alsacien. Mais on arrivait une énorme couverture de mots-clés qui nous permettait d'avoir l'acquisition. Mais derrière, ce qui nous permettait de vivre, c'est vraiment que, je pense, en tout cas à l'époque quand j'y étais, c'était le meilleur comparateur, celui qui allait vraiment prendre en compte tous les vols possibles et imaginables, ou tous les hôtels possibles et imaginables. Et c'est ça qui faisait vraiment que les gens revenaient et qu'on avait une rétention, plutôt. Donc finalement, l'acquisition, elle se passait pas sur des gens qui cherchaient comparateurs de vol ou autres. On n'était même pas les meilleurs, mais plutôt sur une grosse couverture de mots-clés et derrière un outil qui effectivement marchait bien. Donc je sais pas, c'était... moi ma vision est peut-être un peu différente parce que du coup je travaillais pas pour les comparateurs, mais et encore maintenant je suis contre des comparateurs, que ce soit dans l'immobilier chez Preto ou du coup là chez Alan dans la santé. Il y a des gros sites type les Furets qui sont en face et leur SEO ils cartonnent, donc c'est dur d'aller chercher. Pour moi, en fait, je pense que c'est un peu lié à l'intention utilisateur. C'est, imaginons, on reprend l'exemple assurance santé. Quelqu'un qui recherche une assurance santé, il va chercher à comparer des offres. Et je pense que c'est aussi pour ça que, du coup, tu as des sites des comparateurs qui se positionnent sur ces requêtes-là. Et c'est pas non plus des comparés assurance santé. Enfin, ils ressortent là-dessus, mais c'est pas ça je pense que c'est pas là, que repose leur stratégie. C'est juste que, en fait, pour des mots-clés très intentionnels, les gens vont chercher à comparer et du coup, Google va valoriser des comparateurs assez puissants avec une offre de comparaison entre plein d'entreprises différentes qui va passer. C'est l'intention, encore une fois. Pour moi, c'est lié à ça. C'est mon intuition, mais je pense que c'est vraiment lié à ça. Très bien. En tout cas, moi, j'ai adoré le conseil de mettre un simulateur sur une page, même remboursement, parce qu'en fait, c'est ce que tu recherches, tu veux savoir combien ça va te coûter. Et c'est très backlink friendly aussi, c'est les simulateurs. Le bon moyen d'obtenir des backlinks. On y pense toujours. Penser à la structure des types de contenus qui seraient à même de rapporter des liens. Et ce que je dis souvent, c'est que 90% des personnes écrivent des contenus qui sont pensés pour leur utilisateur. Et parfois, c'est intéressant de prendre le contre-pied, de se dire, OK, je vais complètement changer, je vais créer un contenu qui est pensé pour mes créateurs de liens. Je prends l'exemple de Brian Dean, Brian Dean qui est un expert SEO. La plupart de ses contenus sont pensés pour les débutants, mais ces contenus qui ont le plus de liens, c'est SEO, il va vraiment chercher une dose d'expertise. Par exemple, j'ai analysé 10 000 pages web et voici ce qui en ressort. Il a fait le travail avant, donc forcément il y a l'effort, il va être linké parce que t'as pas envie de toi analyser 10 000 pages comme il l'a fait. Et t'as le côté où en fait les curateurs de contenu, tous les blogs ou autres, ils recherchent pas forcément, même si vous avez un petit site et que vous commencez, ils recherchent pas à faire des liens vers HubSpot, vers Wikipédia, ils recherchent les petites pépites du web, tu vois, ce qu'on n'a pas partout. Et quand t'as un passionné, je sais pas, de SEO, de marketing, qui va faire un post super concret sur quelque chose qu'on ne voit pas partout aux quatre coins du web, c'est ces contenus qui sont plus susceptibles d'être linkés, pardon. Donc c'est très important aussi de penser à qui sont mes créateurs de liens et quel genre de contenu ils aiment. Exactement. Super intéressant. Ta stratégie aujourd'hui, on a parlé d'informationnel, on va parler de transactionnel. Ta stratégie aujourd'hui pour essayer de te positionner sur des mots-clés comme mutuelle santé, qui est vraiment, je pense, le mot-clé un peu transactionnel de votre secteur. Concurrence, nous on a regardé, on s'est dit wow, là on va pas dessus. Imagine, t'arrives dans la boîte, on te dit ta mission c'est de nous mettre top 3 sur mutuelle santé, assurance santé. T'as 5 mois. Bonne chance, chance. Du coup, quelle est la stratégie que t'as pensée? C'est très complexe. Alors,
juste, on peut pas nous aller sur, enfin, en gros, on n'est pas officiellement une mutuelle, on est une assurance santé, t'as une différence technique. Donc, c'est aussi, est-ce qu'on veut aller se positionner là-dessus alors que, bon, d'un point de vue légal, c'est un peu limite. Voilà. Donc, moi, je vais plus cibler assurance santé. Il y avait un autre gros mot-clé que je visais chez Preto, c'était simulation prix immobilier, qui est aussi hyper intentionnel et qui est dur à aller chercher. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir non plus. Ouais. La stratégie là-dessus, honnêtement, elle est compliquée, je galère. Ce que je cherche à faire, c'est vraiment de renforcer toute la sémantique. T'as une page forte sur lequel tu cibles ce mot-clé-là, mais après, aller vraiment étendre ton champ sémantique, et on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je suis allée chercher un champ sémantique sur les remboursements, vraiment pour bien montrer ton expertise là-dessus. Donc, vraiment étendre ta vision d'expert sur le sujet, faire un maillage interne fort vers cette page-là, et amener du netlinking. Enfin, du coup, je reprends un peu les 3 piliers, c'est ça, mais en fait, je pense qu'il y a des erreurs que je peux faire sur ce sujet-là, c'est peut-être de vouloir trop optimiser, justement, et d'envoyer trop de signaux, genre, je veux absolument avoir ça, qui est peut-être un peu moins naturel. C'est peut-être là où il faut aussi que, des fois, prendre du recul. Voilà. Mais enfin, cet exemple-là, il est particulièrement complexe. C'est vraiment c'est un de mes gros focus. J'ai pas encore la clé. Mais par contre, c'est une page que je vais monitorer de façon très régulière. Sur le long terme, pour voir un peu ce qui se passe. Et voir tout ce que je peux faire autour. Mais aussi, du coup, aller chercher de la longue traîne, derrière. Et il y a des quick, je sais pas, mais bon, on va dire des quick wins à faire aussi en allant chercher de la longue traîne autour de ce mot-clé-là, le mot mère. Puis l'avantage d'Alan aussi, c'est que vous devez avoir énormément de recherche naturelle sur le mot-clé Alan. Ouais. Et ça, plus ça augmente, on le rappelle, mais plus. C'est un des meilleurs signaux pour Google, en fait. C'est la marque. C'est la marque, branding, et donc c'est le naturel, une fois de plus. Et plus on va taper votre marque, si le trafic sur votre mot-clé de marque augmente, c'est un signal positif sur Google. Même si en tant qu'SEO, c'est pas forcément ce qu'on analyse, parce qu'on le sort un peu, vu que c'est du trafic de marque. On utilise plus les mots-clés sur lesquels on s'optimise. Mais le fait d'augmenter les positionnements, et le positionnement, on est souvent sur sa marque, mais le trafic sur son nom de marque, c'est un très bon signal aux yeux de Google. Ouais. Et de toute façon, de façon générale, en fait, effectivement, moi, je regarde que le trafic non brandé, qui contient pas la recherche Alan, globalement, pour voir vraiment l'évolution du SEO. Cela dit, en fait, tout ce qui se passe sur ton site, ça reste un cercle vertueux, en fait. Tout ce que tu fais sur de la brand, ça va améliorer ton SEO. Et ton SEO va améliorer ton SEO. C'est une strate globale, en fait. C'est ça. Donc, en fait, le SEO, c'est le SEO dans le marketing, mais pas juste faire du SEO pour faire du SEO. Ça sert à rien. Tout ce qui se passe sur ton site, tu crées une nouvelle page, même si c'est pas une page qui sera indexée ou quoi, il faut quand même s'assurer qu'elle plante pas ton SEO. Enfin, tu vois, tout est vraiment important bien sûr. Important de garder un œil sur tout ce qui se passe, quoi. Totalement. Et c'est vrai que t'as deux choses. T'as Google qui va regarder tout ton site, effectivement. C'est pas juste une page unique. Et derrière, forcément, ton branding, ça compte aussi, sans aucun doute. Grave. Et encore plus aujourd'hui, tu le vois, tu sais, avant, tu pouvais penser un peu monocanal. Tu fais du SEO, ça vient et ça marche ou ça marche pas. Là où maintenant, en fait, moi, je le vois de plus en plus, avant qu'un utilisateur devienne client ou autre, tu te rends compte qu'il y a des dizaines de touchpoints. Exactement. Et voilà, et même sur de la prestation SEO, je pense que tu l'as vu aussi, parfois, tu as des personnes qui ont vu 30 posts LinkedIn avant de te contacter ou autre encore, quoi. Donc, c'est vrai. Ouais. Donc, très intéressant. Et d'ailleurs, je vais faire une petite minute SEO. Vas-y. Minute SEO. Un bon tips que j'aime bien, qui peut servir pour les auditeurs. Sur des pages, quand tu peux pas aller chercher des requêtes très concurrentielles, assurance santé ou autre, tu peux parfois aller chercher des requêtes comme alternative à ton concurrent. C'est vrai. Tu vois. Et c'est des gens qui vont chercher une alternative à un concurrent. Et du coup, typiquement, toi, tu es une alternative à ton concurrent, donc tu peux un peu te comparer. Et c'est souvent, légal. C'est légal, voilà. Et souvent, c'est moins concurrentiel et c'est encore peu utilisé. Où il y a des gens qui cherchent Alan vs le concurrent d'Alan ou autre. Tu peux faire des contenus. De toute façon, tous les contenus qui sont vraiment sur la comparaison, c'est des requêtes qui sont déjà assez intentionnelles et qui marchent très très bien. T'as pas forcément des volumes incroyables, par contre, c'est bien orienté. Donc, Complètement. Parfait. Tu fais un test si le son micro. il fonctionne. Tant que tu nous entends pas, ça sort bien du...
On est des débutants hein, du podcast. On a la chance d'être accompagnés par les frérots de Flomodia, qui sont des cracks hein, du podcast, qui nous louent. C'est fantastique. Et en plus, ils nous ont fait un prix quand même, une petite réduc, un peu permis. Enfin, on les remercie, c'est ultra cool. Donc, c'est top. Faut pas hésiter à aller checker un gros podcast pour entrepreneurs. Il y a plein de sujets divers et variés. De personnes. Il y a eu Pierre Cross là dernièrement, alors Greg Guillotin aussi qui va passer sur le podcast, donc allez voir, c'est super cool. On mettra le lien dans la description. On mettra le lien dans la description. Yes. Et du coup, c'est la dernière question. Dernière question, vas-y. Et après, il y aura le passage sur le grill. Le fameux passage sur le grill. On expliquera après, ça va être tourné en off, mais voilà, les auditeurs pourront avoir accès aussi. On le sait, le SEO, ça paye souvent sur le long terme. Comment tu arrives à convaincre des décideurs de l'importance du SEO quand on est une licorne comme Alan, qu'on a à mon avis des exigences de croissance super rapides, comment tu fais? Gros challenge, parce que comme tu l'as dit, on est une licorne, on a des attentes en termes de croissance où il faut aller vite, il faut croire rapidement. Merci. Le mec qui fait des placements partout, grave. C'était à fond. Et du coup, en fait, par définition, c'est pas aligné avec le SEO. Genre, le SEO, c'est pas forcément rapide, surtout quand tu le prends au début, comme moi je suis arrivée. Donc honnêtement, ça c'est pas facile et il faut être convaincant, faut réussir en plus à aller chercher un petit peu de budget et tout. Et honnêtement, moi, ce qui a marché pour vraiment convaincre et continuer à aller plus loin et continuer d'investir cette année, c'était c'est bête, hein, mais on a attendu que les résultats d'école. On avait d'ailleurs mis en pause quelques mois le SEO, notamment parce que je travaillais plus sur du coup le funnel et les points de conversion pour des raisons stratégiques. Mais du coup, il a juste fallu être patient, montrer que ça a décollé, et à partir de là, j'ai aussi eu plus de buy-in interne. Mais je veux dire, vulgariser un peu le SEO parce que c'est un sujet qui est un peu mystérieux, hein, même pour nous d'ailleurs. Des fois, on comprend pas forcément ce qui se passe. Donc pour ceux qui travaillaient pas dedans, ça reste aussi un peu un mystère. Il y a beaucoup de gens qui pensent juste que c'est en mettant des mots-clés dans le contenu et le titre, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. On a besoin de ressources techniques. Voilà, c'est ça. On a besoin de ressources techniques, du netlinking, donc un peu de budget, des rédacteurs, etc. Donc en fait, il faut je pense, éduquer sur ce qu'est le SEO, comment ça marche, le temps que ça peut prendre, et être patient, parce qu'en fait, moi, un gros problème que j'ai, je pense que je ne serai pas la seule d'un point de vue SEO, c'est expliquer le ROI du SEO. De telle action, on m'a demandé, ok, tu vas faire du netlinking, ce sera quoi, c'est quoi le résultat derrière? Je peux pas mettre un chiffre en fait derrière, parce que c'est pas le netlinking, c'est le netlinking et tout ce qui a été fait il y a 3, 4, 5 mois. Donc voilà, c'est une réponse un peu brouillon, mais c'est parce que c'est compliqué. Je pense que éduquer en interne pour les personnes qui savent pas forcément comment ça marche, proposer donner des ressources, ça a pris tant de temps à telle marque d'atteindre ce niveau-là, et mieux communiquer. Et sur l'éducation, justement, est-ce que tu as fait des trucs, partage des présentations où tu partages tes résultats déjà avec l'équipe? Oui, alors les résultats, oui. L'évolution petit à petit. Sauf qu'au début, en fait, ton évolution, elle est tellement lente que toi, t'es trop content. Tu vois, t'es dans la croissance petit, donc toi, t'es trop content. Mais en fait, encore une fois, pour une boîte qui veut croître vite, ton évolution, elle est minime. Donc, et c'est le jour où tu as vraiment ce boost où là, j'ai continué à partager mes petits reports tous les mois d'évolution, etc. Sauf qu'il y a un jour, il y a un mois où l'évolution a été assez énorme, et depuis Mais c'est bien de faire cet effort d'évangéliser auprès des équipes et des boîtes pour vraiment, même, tu vois, que ce soit avec les devs, l'équipe commerciale, il y a toujours des ponts à faire avec les commerciaux pour les ponts. Donc, c'est hyper important d'évangéliser le SEO. Et du coup, moi, j'ai une dernière question pour clore avant de passer sur le passage sur le grill. Si là, admettons, je suis un jeune là, qui écoute le podcast, je sors d'études et je lui dis, tiens, le SEO, ça a l'air intéressant, je me lancerai bien dedans. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune-là, si c'était toi il y a quelques années auparavant? Est-ce que quel conseil tu lui donnerais? Bonne question.
C'est compliqué, j'ai plus faire avec l'expérience que moi j'ai eue, mais Ouais. en fait pour moi la meilleure école que j'ai eue et pourquoi j'ai ce parcours là aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé les 3 gros piliers, les stratégies en même temps et vraiment essayer de comprendre quel était l'intérêt des 3, comment travailler les 3. Et L'expérimentation, quoi. ouais, c'est Ouais. ça en fait, faut tester, faut se planter, faut C'est ça. aller sur des projets qui te font peur, genre des énormes migrations, mais tu Ouais. les fais et puis tu verras, tout sera pas parfait et ce n'est pas fatidique, hein, ça se mais c'est prépare, clair. etc. Et Faire, tester. ouais, Moi, je suis beaucoup exactement. plus inspiré par une personne qui va lire un livre, mais qui va tout mettre en place, tu vois, Ouais, que par une personne qui va lire 10 livres, mais qui va rien faire derrière, tu vois. ouais, C'est hyper exactement. important d'apprendre tout de suite, expérimenter la chose, voir s'il y a des résultats, s'il n'y en a pas, on essaye autre chose, mais le fameux test, learn and iterate, toujours faire, regarder, analyser, répliquer, et c'est comme ça en fait, parce qu'il n'y a pas de personne n'a le secret pour aucune requête en fait en SEO. Exactement. Personne ne peut dire comment on va ranker là-dessus, si ce qu'il faut des backlinks, il faut du match, il faut juste tester en fait et voir ce qui prend, ce qui ne prend pas, tu vois. Ouais, En fait, tu vas optimiser, tu vois que ça ne prend pas, bon bah je vais revoir mon maillage interne, ça prend pas, peut-être il faut plus de backlinks, c'est du test et du learn. ouais. Et pour ajouter je pense un critère dans le profil qu'il faut avoir, c'est d'être hyper curieux en fait. Et ça va avec le test, c'est ok, tu te poses une question, bah tu vas fouiller, Ouais. moi je disais j'adore démêler des gros nœuds quoi. Et pour faire ça, faut être curieux, faut aller fouiner un petit peu partout. Et même pour le contenu et tout, faut être curieux de sur quoi on peut aller se positionner, auquel tu n'auras pas forcément pensé. Il y a une chose qu'on m'avait dit quand j'ai commencé le SEO que j'avais bien aimé, c'est me dire t'as vraiment un bon profil SEO et ça marchera pour toi parce qu'en fait t'as le réflexe d'une personne qui va aller chercher sur Google pour trouver ta réponse et ton métier c'est de faire en sorte que les gens fassent ça globalement et de trouver leur réponse. Et c'est un conseil, il y a une remarque qui avait vachement résonné à l'époque et que j'aime bien utiliser aujourd'hui, c'est en fait faut être curieux, va chercher par toi-même l'information, tu la trouveras sur Google et c'est ça aussi qui t'aidera à te dire ah ouais en fait j'ai trouvé l'information là, donc moi aussi je peux donner l'information sur un tout autre sujet. Ben, merci Maud. Merci à beaucoup. vous. Merci à vous, Et c'était on super. garde encore un peu parce que pour rappel, on a le 5e format qui est le passage sur le grill. On va griller quelques petits sites internet en beauté. Exactement. Maud va auditer un site en direct, plus ou moins, même si ce sera dans une vidéo séparée. Mais Ouais, du coup, vidéo qu'on publiera sur la chaîne YouTube. Donc c'est 2 formats différents. Là, ça sera plus un moment en loom, on se mettra en direct sur le site, donc plus une partage d'écran. Et on va essayer de proposer des choses un peu concrètes sur l'analyse du site pour qu'on ait aussi la partie plus concrète du SEO. Donc tout ça sera sur la même chaîne YouTube de Position Zéro, qui n'est pas encore créée, qu'on va créer d'ailleurs. Et vous pourrez retrouver tout ça directement. Et bien sûr, on a une liste d'attente, donc tout ça sera envoyé aussi sur la liste email. Et on va tout de suite passer sur le grill. J'ai un peu d'huile d'olive là, de côté aubergine. magnifique. Côte d'agneau, Un petit barbecue. à 10h45, à 11h, ça va faire plaisir. Parfait. Et on va aller du côté de la piscine, là, griller quelques entrecôtes. Merci à tous, merci Maud. Merci Tom. beaucoup. Merci C'était top. Lucas, merci Et Maud. puis à très vite. À très vite.